Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Et comme d'habitude, il y a le chapitrage en description ou dans la barre. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, bon c'est pas très gentil de faire ça, mais voilà, vous savez ce que vous pouvez faire. Et bah voilà, on va commencer maintenant. On commence avec le troisième tome de Assistant Assassin sur 6 tomes. Donc on est déjà à la moitié de la série. Alors ceux qui connaissent pas, j'ai fait une vidéo manga show l'année dernière, en fin d'année, sur les 2 premiers tomes. C'est vraiment super bien. C'est sur l'histoire d'un jeune assistant mangaka qui veut devenir mangaka lui aussi, qui pour on va dire combler les fins de mois, enfin pour voilà mettre un peu de beurre dans les épinards, fait comme job assassin. Voilà. Point barre, c'est ça l'histoire, il n'y a pas de blague. Et alors, le troisième tome, il y a une sorte de gros arc scénaristique sur un seul gros tome, où donc le héros qui s'appelle Assassin, donc c'est son surnom, traque un tueur en série, qui fait des meurtres qui ont un lien, enfin qui font des parallèles avec le manga du maître du héros, qui s'appelle National Kid, alors qui ressemble un petit peu à Berserk, par moment, de ce que les pages qu'on a vues. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil. Et c'était super intéressant parce que tu vois le personnage qui traque le meurtrier, mais en même temps il voit son maître vivre un peu le stress, subir le fait que est-ce que ça va avoir des retombées sur l'image de mon manga. Et ça m'a fait beaucoup penser à un passage dans Bakuman, où alors ça s'appelle Detective Trap, si je dis pas de bêtises, ou non c'est pas Detective Trap, c'est Perfect Team Party, donc le troisième manga du duo, qui font des crimes parfaits, et en fait il y a des criminels qui font le même crime, où ils laissent un petit mot, et ils disent putain on va se faire, la police va nous détester, etc., la popularité. Il y a un peu ça, et j'aime bien le fait qu'il y a les méchants qui s'appellent les Rotten Boys qui apparaissent, et c'était vraiment super cool. Franchement il reste 3 tomes, et j'attends vraiment la deuxième partie du manga, vraiment ça va être un truc de dingue, je le sens, gros comme une maison. Et alors pour ceux qui savent pas, alors j'ai découvert ça il y a quelques jours, vraiment, l'auteur de ce manga, c'est celui qui va faire chez Kiun les racailles de l'autre monde. Et alors, déjà que j'étais un petit peu hypé par ce titre, juste me dire qu'en termes de dessin ça va être mieux que ça, je suis encore plus hype. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça un petit peu comme ça. Assistant Assassin, c'est super bien à lire si vous voulez de la baston, de la violence et des trucs un petit peu intelligents quand même. Kingdom, tome 55 et 56, donc c'est les 2 premiers tomes de l'avant-dernier envoi de Meian, avant qu'on ait rattrapé le Japon. On est à 4 tomes des tomes japonais, ils en sont 60 ou 61e au Japon, si je dis pas de bêtises. 60 c'est sûr, 61, j'ai un doute. Alors, j'ai lu ça il y a quelques semaines maintenant, donc j'ai plus tout en tête. J'ai refeuilleté vite fait les tomes pour me rafraîchir un peu la mémoire. On est toujours dans la grande conquête de Zhao. Le tome 55 est marqué par le retour d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis 40 tomes. Donc la personne qui a tué Uki, Uken. Donc non, j'ai plus son nom, je sais même plus s'il a un surnom. Donc l'un des 3 généraux de Sao. Un truc de ouf. J'avoue que pour avoir lu les 2 tomes suivants, donc le 57-58, ça va être ouf. Là, j'avoue que alors il y a un gros passage avec Muten qui était intéressant. J'ai plus tout en tête, mais voilà, on est vraiment qu'à quelques tomes. Et je vais me répéter encore une fois par rapport à d'autres vidéos. C'est vraiment incroyable ce qu'a fait Meian en seulement 2 ans et demi maintenant. De se dire que moi, quand Meian a sorti le premier tome de Kingdom en France, donc c'était en 2018, si je dis pas de bêtises, 2019 ou 2018, j'ai un doute, non 2018, on était au tout début de l'arc de Zao. Et je me dis, seulement 60 tomes plus tard, avec 2 ans et demi à l'éditer vraiment de manière intensive de tomes par mois, on a enfin rattrapé où je m'étais, enfin, on a déjà dépassé ce je m'étais arrêté en scan il y a 2 ans et demi, et je trouve ça vraiment incroyable. Franchement, si Kingdom vous connaissez pas, foncez. Alors j'ai découvert, j'ai un pote qui m'a conseillé une autre série, dont j'ai oublié le titre, et qui se passe en fait durant la guerre de l'unification des 3 royaumes, donc qui se passe 400 ans après Kingdom. Il y a 600 chapitres aussi, donc c'est une très très longue série. Je mettrai le titre si je le retrouve ici, là, vous verrez. Et c'est pareil, alors j'ai cru comprendre, mon pote m'a dit ouais, en plus il faut des références à des personnages mythiques de Kingdom, enfin donc les personnages de la vraie Chine. Par exemple, je sais que Uki est un personnage légendaire dans la mythologie chinoise, donc dans la légende chinoise. C'est un grand général qui est donc Kingdom et qui est mentionné dans cette série qui s'appelle The Ravage of Time, un truc comme ça. Donc
Si vous connaissez pas, je crois que sur Scantrad, il y a les 15 premiers chapitres. Et c'est assez incroyable, et j'ai vu que les derniers chapitres sont vraiment incroyables en termes de dessin. Et bon, c'est un manga chinois, donc tout le monde s'en fout. Voilà, j'ai un peu digressé, on va retourner sur mes lectures. La voix du tablier, tome 5. Alors, il y a un petit bandeau qui dit qu'il va bientôt y avoir une adaptation animée sur Netflix. Alors, je sais qu'il y a une adaptation live qui est pas trouvable légalement. Ou alors, on suit toujours ce duo de donc, le mari Yakuza, la femme d'affaires. Mais par contre, ils ont une fille en plus. Alors, est-ce que ça se veut comme une sorte de suite très lointaine de la série ou pas? Je sais pas ce que ça vaut en termes d'humour, en termes de réalisation. La voix du tablier, c'est toujours aussi funky, toujours aussi drôle, toujours aussi débile. Où on suit un Yakuza qui est homme au foyer, qui vit sa vie de femme au foyer, mais c'est un homme et avec sa vie de Yakuza. Il y a plein de choses qui m'ont fait rire dans ce chapitre, notamment le passage où il va faire les courses et il croise un ancien ennemi et ils font une battle de rap. C'est génial, ça sort de nulle part. Il y a le passage où il y a Halloween, où ils font un concours de déguisement, c'était génial. Il y a le passage où il est malade et sa femme vient le soigner, c'est fabuleux. Il y a le chapitre avec le père, enfin son beau-père qui va faire à manger. J'ai adoré, voilà, enfin, j'avoue que dans ce tome-là, il y a beaucoup de chapitres qui m'ont fait énormément rire, ou sourire, hein. Là où d'autres tomes, il y avait des passages un peu moins bien. Là, j'avoue que celui-là, la plupart des chapitres étaient vraiment très drôles. Est-ce que l'auteur s'améliore de tome en tome? Je l'espère. En tout cas, là, ce tome-là était vraiment très drôle et j'ai vraiment beaucoup aimé. Fire Force, tome 17. Alors, c'est un peu les problèmes récurrents avec certaines œuvres. Des fois, j'oublie un peu ce qui se passe avant. Et là, j'avoue que Fire Force, j'ai entamé le tome 17. Je savais plus pourquoi les personnages se battaient, pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et je pense qu'un petit peu comme Jojo Lion, j'en ai parlé dans mon dernier mes lectures, je vais peut-être me relire les derniers tomes pour être un peu plus dans l'esprit, ou je vais peut-être mettre le manga en pause et attendre qu'il avance et tout acheter d'un coup pour tout me refaire d'un coup. Surtout que je sais que Fire Force est bientôt sur sa fin au Japon, on a encore au moins 8 tomes d'écart avec les japonais en France, donc il y a encore matière. Je pense que je vais attendre le tome 20, mettre en pause le manga et attendre qu'il se finisse et tout acheter d'un coup et tout relire d'un coup. Parce que là, j'avoue que ça fait quelques tomes que je me souviens plus trop ce qui se passait avant. Là, il y a une grosse baston par rapport à ce personnage-là. Mais je sais plus pourquoi, je sais plus qui c'est. Voilà, donc j'avoue que la première moitié du tome, je l'ai un peu, je l'ai lu, mais sans l'apprécier. Parce que ce n'est plus le contexte du combat, le contexte des bastons. Après, la deuxième partie était vraiment intéressante avec la petite prêtresse qui accompagne le héros, où il a dit « Oh, regarde, j'ai les gros muscles !» Il dit « Oh, la peau tellement claire !» Elle dit « Ouais, enfin, elle a surtout des gros muscles de gorille comme l'autre, l'autre sorcière, fais gaffe, elle va te foutre un gros coup de poing. » J'ai beaucoup aimé le passage où Arthur plante son épée en mode Excalibur et dit « Oh, mais c'est pas un rocher, c'est une voiture !» Voilà, c'était drôle, mais à côté de ça, j'avoue que l'histoire en elle-même, je suis un peu passé à côté parce que j'arrive plus à me souvenir de ce qui se passe avant et au bout d'un moment, c'est vrai qu'avoir suivre beaucoup de séries, je le paye un petit peu. Pokémon épée et bouclier, donc c'est nouveau cycle des aventures de Pokémon, la grande aventure. On entame la 8ème génération, donc la région de Galar. Ça c'est Galar, j'avais un doute. Donc ça va être encore une année riche en Pokémon parce que alors, Pokémon bouclier épée, si on a le rythme de X et Y et de Soleil et Lune, on va avoir un tome tous les 6 mois environ. Je sais que le mois prochain ou le mois encore d'après, on va voir Noir 2 Blanc 2. Donc c'est cool, on va voir quasiment toutes les parties de Pokémon La Grande Aventure en France. Il restera que Rosa. Donc est-ce que après Noir 2 Blanc 2, on va avoir une annonce de Rosa? Je le pense. Je le dis pas à 100%, on va voir Rosa, mais il restera plus que ça à éditer, donc pourquoi pas? Genre ça serait logique, la partie est terminée. J'avais cru comprendre que ça faisait des liens avec Noir de Blanc 2. Maintenant que Noir de Blanc 2 va être édité, on peut faire Rosa. Enfin voilà, il n'y a plus de raison de ne pas éditer Rosa. Et Noir de Blanc 2, ça va sortir. Qu'est-ce que j'ai pensé de Épée Bouclier? Alors, je fais pas de manga chaud dessus parce que c'est pas que je vois pas l'intérêt de le faire, mais ça va être très creux. C'est-à-dire, je vais pas avoir à dire grand chose, mis à part que c'est toujours bien dessiné, c'est toujours le même dessin, le même scénariste, ça adapte la Pokémon la 8ème génération, voilà. Voilà, c'est pas grand chose à dire, ça va être un peu redondant avec d'autres vidéos Pokémon. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai trouvé l'adaptation assez drôle par rapport aux deux personnages principaux que sont donc Épée et Bouclier, qui s'appellent comme les noms des versions. Bouclier pour la fille, Épée pour le héros. Alors, j'ai trouvé ça intelligent, oui et non. Genre, par exemple, l'héroïne s'appelle Bouclier Shield. Prénom Bouclier, nom famille Shield.
Là où le héros s'appelle Sword, nom de famille, prénom Giuseppe. Giuseppe, épée. Épée étant son surnom. J'ai trouvé ça très intelligent pour le héros. Autant pour la fille, bah, y a rien eu. Mais je peux le comprendre aussi, bah, Giuseppe, épée, ça s'écrit tout seul. Autant bouclier, et bouclia, et shieldella, tu vois, c'est compliqué. Peut-être t'aurais fait un truc avec Aegis, mais bon, après, je sais que Pokémon Company, les noms, les adaptations sont assez casse-couilles. D'après ce que j'ai vu des interviews de Fabien Vautrin qui toujours normalement la traduction des Pokémon. Et mais voilà, c'est vraiment, c'est juste pour chipoter. Voilà, bon bah, c'est sûr que bon bah avant les héros s'appelaient Lune et Soleil. Donc forcément bah c'était facile. Avant ça s'appelait Yvonne parce qu'il y a le Y, et Xavier parce qu'il y a le X. C'était facile. Là j'avoue que bah t'appelles pas quelqu'un bouclier. Donc bah ça s'appelle bouclier, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est le monde de Pokémon. Mis à part ça, la première moitié du tome est assez surprenante parce qu'en fait on est vraiment in medias res dans une action où on suit un petit garçon qui voit une Dynamax et il comprend pas, il rencontre nos deux héros. Après il y a l'histoire qui s'enchaîne et à la moitié du tome, ça reprend l'intrigue principale de Pokémon avec on va faire le tour des arènes et on va affronter les différents champions. Voilà, il y a toujours la rencontre avec les deux Pokémon légendaires que sont... j'ai oublié leur nom, le bouclier et l'épée. Et j'ai trouvé ça mais tellement intelligent. Alors, en même temps, c'est logique par rapport au jeu quand tu penses. Alors, l'héroïne, elle est fan d'informations, elle récupère pas mal d'infos, elle fait des petits tableurs Excel de Pokémon. Et le héros, c'est un spécialiste forgeron. Genre, il répare les armes qu'utilisent les Pokémon. Donc, par exemple, il a un Pokémon, il a bah, par exemple le petit singe, j'ai oublié le nom. Il se bat avec un bâton, bah, il va réparer son bâton. Il y a l'évolution de Ken Artichaut, pas l'artichaut, il a une lance, et bah, il va réparer sa lance. Et il dit par exemple un osselet, il se bat avec un os, avec Alakazam, il se bat avec des cuillères. Et tu dis, bon, tu composes plus ou moins son équipe, hein, tu dis, il va sûrement avoir un Alakazam, il va sûrement avoir un... Il a un... Pas Mad Chopper, il a, comment il s'appelle, le Pokémon de combat de la génération noir et blanc. Il a un... Ouvrifière, parce qu'il a une poutre en fer. Tu dis, bon, tu dis que son équipe va être composée que de Pokémon qui ont un objet avec eux. Et, bah, il va avoir le légendaire épée, il s'appelle épée. Bah pourquoi? Parce qu'en plus il tient une épée, donc il va reforger son épée. C'est débile, mais si tu y penses, mais c'est débile, mais c'est tout con en fait, ça s'écrit tout seul. Voilà, j'ai trouvé cette idée toute bête, mais hyper logique avec, bah, avec la suite de l'histoire. Donc forcément il va avoir le Pokémon épée, parce que bah, il va lui reforger l'épée. Et voilà, c'est un super tome, voilà, j'ai beaucoup aimé le côté gigantesque des Gigamax et des Dynamax. Et pas grand chose de plus à dire, voilà, mais Pokémon bouclier épée, j'ai beaucoup aimé. Arslan, tome 13, alors c'est un tome un peu particulier parce que c'est un tome où le personnage de Arslan est très peu présent. Voilà, on a une grosse partie sur le personnage de Gib, qui est le ménestrel, le musicien de l'équipe, qui a quitté l'équipe depuis quelques tomes, donc il y a un intrigue qui était teasée, je crois, dans la saison 1 de l'animé, mais si je dis pas de bêtises, où avec cette fameuse épée d'un roi légendaire de Pars, qui va retrouver, donc on la voit enfin cette épée. Il y a un côté très mystique, on voit une créature serpent, il parle d'un roi serpent. Alors est-ce que c'est un lien avec le roi scorpion, la momie? Voilà, ceux qui ont la référence, vous savez. Je sais pas trop, mais là il y a un côté très mystique qui apparaît. Alors il y a toujours un petit côté mystique, mais là encore plus. Alors surtout que je crois que les sorciers qu'on voit dans l'Empire de Lutan, ils sont un peu serpents aussi. Donc est-ce qu'ils seraient pas en train de réveiller l'entité divine de cette secte un peu bizarre? Je sais pas trop. Et alors on a surtout une bonne moitié de tome centré sur Andragoras, donc le, entre guillemets, d'après ce que j'ai compris, père de Arsène, parce que je crois que sa paternité est un petit peu pas forcément clair. Et putain, badass, le daron, il pète la classe. Alors j'ai adoré le personnage du roi, c'est Innocentis 8, qui est totalement débile, le mec qui se met une armure, il est avec sa grosse bedaine, il tient son épée, il fait hey, je vais niquer machin, viens te battre. Il fait mec, sans être méchant, hein, sans être grossophobe, parce que même moi je fais bien mon 100 kilos, t'es quand même un gros monsieur, avec un gros bidou, qui va affronter un putain de détraqué qui s'est évadé de prison en se battant avec juste un bout de canif. Tu penses vraiment que t'as une chance? Alors oui, il triche un petit peu, mais du poison, mais à quel moment t'as cru que t'allais le toucher? Mec, tu t'es jamais battu de ta vie, t'as aucune chance. C'est voilà. Mais voilà, c'est un super tome. Alors surtout qu'il y a un petit côté politique, un peu complot, où à moi il dit laissons-le retrouver son fils. Ça va être marrant parce que bah, il va y avoir des embrouilles de pouvoir, des guerres des coqs. Ça va être intéressant. Et j'avoue que le tome 14, je l'attends un petit peu. J'espère qu'on aura Andragoras en couverture parce qu'il le mériterait. Vraiment d'être en couverture, le roi de Pars, le père de Arslan. Ce serait vraiment cool et Arslan c'est super bien. Arakawa, FMA,
en termes de dessin, une pépite. One Punch Man, tome 22. Yusuke Murata est un fou. J'ai envie de le dire, ce monsieur est un fou. Il recommence. Il va refaire encore des couvertures comme ça, sur 3 tomes. Alors, déjà, bravo à Kurokawa qui relance encore le challenge où ils vont devoir refaire 3 couvertures comme ça, avec les petites couvertures sous les cache-poussières en couleur. Je crois que ça coûte vraiment un peu de pognon, donc c'est horrible. Le connard de Yusuke Murata. Sinon, le tome, il se passe beaucoup de choses. Alors, on a le petit empereur qui est beaucoup mis en avant. Il finit son combat contre le Phénix, qui est devenu un poussin à la fin. Il y a le combat de Zombieman contre un vampire, qu'on voyait plutôt juste là, qui est génial aussi, alors qu'il est beaucoup plus rapide. J'ai beaucoup aimé la case où il avance devant un pilier et il y a que les monstres qui arrivent. Et en fait, la case, c'est le même plan, mais en fait, tu vois les deux se rejoindre, mais que d'un côté, il y a Zombieman qui sort et de l'autre, les monstres ne sortent pas. Genre, il les a niqués juste en passant par le petit pilier. Cette case est vraiment super cool. Le combat est génial contre le vampire. On a joliment masqué, joli masque, je sais plus comment il s'appelle, le numéro 1 des classes A, qui est vraiment impressionnant et qui fait super peur. Et alors, j'ai envie de juste dire un truc. Vous le savez, hein, les petites images qui sont juste ici, que je récupère en allant sur les sites de scan de manière illégale. Je suis hyper perturbé parce que il y a beaucoup de... Alors, le chapitrage correspond pas. Alors, j'avoue que là, on est au chapitre 102, je vais chercher le chapitre 102, c'est des trucs qui se passent bien après, donc je suis obligé de revenir en arrière. Et même quand je reviens en arrière, il y a des pages, alors je sais qu'il y a une différence entre la version numérique et la version papier, physique, mais c'est au point où ce qui se passe dans ce que j'ai vu dans la scan ne correspond pas à ce que j'ai lu dans le tome. Genre, il y a une histoire avec les 2 ninjas qui ont rencontré Vitesse de la Lumière, mais ça se passe pas du tout comme ça dans le tome. Le combat contre Phoenix, il y a des trucs totalement différents, j'ai rien compris. J'ai dit, mais what? Mais je suis sûr qu'un mec qui lit que les scans et un mec qui lit que le manga, ils se parlent, ils se comprennent pas. C'est 2 langues différentes. Là, l'arc est totalement différent. Alors, est-ce que c'est une version alpha que j'ai vue et qu'en fait, il y a eu 35 versions différentes et qu'en fait, celle-ci, c'est la version définitive et qu'en fait, les gens qui lisent les scans, ils lisent des fois les versions totalement nulles. Voilà, hein, c'est mon avis. Voilà, ça m'a pas mal perturbé. Je voulais en parler un petit peu parce que ça m'a choqué. Que quand je cherchais les pages, j'arrivais pas à retrouver les pages que je voulais parce qu'elles n'existaient pas. Ouais, je les trouvais pas en scan. Et ça m'a pas mal énervé. Et alors, petit truc, il y a un petit bonus avec ce tome. Alors, normalement, si j'ai bien compris, c'est pour les primo-lecteurs. C'est-à-dire que c'est pour les lecteurs de la première édition. Si vous l'achetez dans un an, vous aurez normalement plus ce petit autocollant. Voilà, j'ai bafouillé. Parce qu'en fait, à la fin du tome, il y a un QR code. Je le cache, parce qu'il faut le cacher. Où en fait, on aura un fond d'écran du manga. Voilà, et c'est un truc inédit. Donc, normalement, pas trouvable. Normalement, sauf si les gens le partagent. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc je voulais juste en parler un petit peu. Vous voyez, il y a un petit fond d'écran cadeau. Ça coûte que dalle. Voilà, c'est juste faut acheter le manga en premier, dans la première impression. Alors, ça veut dire que si vous l'achetez dans un mois, vous l'aurez encore. Dans un an, peut-être plus compliqué. Voilà, c'était juste, je voulais en parler un petit peu. Demon Slayer, tome 15. Alors, on arrive vraiment là, pour moi, c'est là où je me suis arrêté dans la série. Donc, on est vraiment avant le dernier quart de la série. Déjà, ce qui se passe dedans, je m'en souviens plus du tout. Donc, je pense que je m'étais déjà arrêté, je pense, le tome d'avant. Donc, c'est la fin du combat contre le 4e et 5e lune supérieure. J'allais dire les piliers. Dans les piliers, c'est les gentils. Donc, grosse baston qui a duré 3 tomes quasiment entiers, au moins 2 tomes et demi. Avec la finalité que... j'ai oublié son nom. La sœur de Tanjiro, putain, Nezuko, peut vivre au soleil. Donc c'est le premier démon à pouvoir faire ça depuis 1000 ans. Elle peut se remettre à parler normalement. Alors elle pouvait pas parler, alors tout le monde pouvait parler, elle pouvait pas. Et ce qui fait que ça entraîne le fait que il y a... Putain, j'ai oublié son nom, Muzan. J'allais dire Michael Jackson. Muzan, il se dit, bon, c'est bon. J'ai plus besoin de récupérer la pierre d'Aja. Les hommes du pilier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, c'est bon, je vais aller niquer Nezuko, je vais la bouffer. Référence à Jojo, voilà, c'est des références à Jojo, hein, cherchez pas. Ceux qui connaissent pas, allez lire Jojo partie 2, et Jojo partie 1, et toutes les autres parties, c'est trop bien. C'était... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc il sait maintenant qu'il y a plus besoin de chercher son glycine bleu, il faut qu'il trouve Nezuko et la bouffer. Et en parallèle, t'as les piliers qui font les décapiteurs, non j'ai plus les noms. Ah bon, les gentils, hein, les piliers qui disent on va s'entraîner, il faut qu'on devienne plus fort. Et j'ai beaucoup aimé
il s'entraîne, et Tanjiro, bon, il est blessé, il arrive un peu plus tard, et il rencontre les 3 premiers piliers, c'est ses potos. Genre, il y a le pilier de l'amour, de la brume et du son. Ils font « Ouais, Tanjiro, mon pote, va t'entraîner !»« Oh, t'es trop fort, allez, va au suivant !» Et c'est génial, c'est qu'après, il y a les deux, tu fais « Oh, c'est tellement nul, vous, je vais vous entraîner à la dure. » C'est génial, où il arrive, il a des petites joues rouges, il dit « Oh, c'est trop gentil, vous m'entraînez bien !» Et après, il fait « Ouais, c'est rien, t'es mon poteau !» Il s'en va, il fait je vais vous niquer. Il les a fait, je vais vous niquer. Je trouvais ça génial. C'était trop bien. Voilà, c'était gros entraînement. Avant, bah, les derniers combats, parce que la série fait une vingtaine de tomes, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite. De toute façon, il reste 3 lunes supérieures, plus le grand Big Boss, 4 grands méchants, donc potentiellement 4 arcs, sur 5-6 tomes, voire un peu plus. Voilà, c'est sûr que là, on va s'enchaîner, on va avoir que des gros arcs de baston de malade. Surtout que bah, Muzan, maintenant, il cherche une personne. Donc j'imagine bien, en plus, l'arc final, ça va être le méga assaut où t'as Muzan et ses 3 derniers lieutenants qui arrivent et qui vont défoncer tout le monde. Ça va être génial, c'est un truc de dingue. Et ben, j'ai hâte d'y être. On garde l'un des meilleurs pour la fin. Chainsaw Man, tome 6. J'ai besoin de dire quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? C'est trop bien, c'est Chainsaw Man. C'est la vie. Alors je dis ça, il y a une meuf à poil sur la couverture, hein, mais c'est la vie, Chainsaw Man. C'est trop bien. Ce tome-là était génial avec Rizé qui est le démon des bombes. Et alors, il n'y a qu'à moi à dire, hein, c'est un jeu de mots de merde, mais ce tome était explosif. Voilà, genre ça s'enchaîne des bastons. Il y a trop de pages supérieures. J'adore la première page où il y a le baiser en ombre chinois qui est trop cool. La transformation en mode femme, en démon bombe, je trouve le look de la femme bombe, enfin le démon femme bombe, vraiment classe. Tout le combat qu'il y a, il est cool. Alors, j'ai envie de dire un truc, c'est un truc que j'ai pas fait gaffe jusqu'à présent. Les titres des chapitres, alors je sais que l'auteur est fan de films, de cinéma, ça se voyait avec Fire Punch, mais j'avais pas fait gaffe dans les premiers tomes, il faudrait que je les revérifie. Il y a beaucoup de références à des films, genre par exemple, Belle journée pour sauter. Ça fait référence à Belle journée pour mourir, qui est un James Bond. T'as Sharknado, Shark Hurricane, Dark Divinity, t'as plein de trucs qui font penser à des films de débiles, parce que Sharknado, c'est quasiment le titre d'un film pourri américain où t'as une tornade de requins, et bah ça fait sens avec l'autre chapitre, parce que le passage où t'as Chainsaw Man, t'as Denji qui est sur le démon requin, qui est devenu un monstrueux et qui va niquer un démon tornade. C'est débile, quand tu le dis comme ça a l'air débile, mais c'est trop bien, c'est trop génial. Franchement, ce tome, Chainsaw Man, c'est numéro 1 en 2020, numéro 1 en 2021, numéro 1 en 2022, c'est sûr et certain. C'est trop bien, c'est génial, j'ai adoré. Enfin, lisez Chainsaw Man, si vous n'avez pas encore lu, à lire absolument, ce tome est génial. Et la fin avec... oh putain, je vais me faire insulter par sa communauté, par son fan club, désolé, Makima. Ça va me revenir. La fin, le dernier chapitre, où t'as les rats qui arrivent. On dirait une sorte de... L'une des 5 Hunds, là, les 5 grands méchants de Berserk, qui forment son truc de rat, et que t'as Makima qui apparaît, en mode, je suis l'une des membres des 5... des God End. Genre, avec son petit rat... Waouh, cette page, elle est géniale. Makima, incroyable. Je connais la fin pour Makima, hein. Je suis les derniers tomes juste pour pas me faire spoil la fin, et j'ai hâte de voir la montée en puissance de ce personnage, j'en dis pas plus, mais Makima, elle est... The Wife. Voilà, y a que ça à dire, The Wife. On finit la vidéo avec une BD avec Conan, ou Conan, le Cimérien, donc le tome 11, le dieu dans le sarcophage, mitigé. Vraiment, encore une fois, un peu mitigé par rapport à ce tome. Alors déjà, Conan avec un anneau dans le nez, genre comme ça là, non. Non, c'est pas mon Conan. C'est pas... Conan, il ressemble pas à ça. Pour moi, je vois un gros homme des cavernes, poil sur le torse, pectoraux saillants, mais l'anneau de michto dans le nez, non. C'est pas... Non, je veux pas voir un Conan comme ça. S'il vous plaît, c'est pas... Arrêtez de dessiner ça. Alors les dreads, j'aimais bien. Les anneaux dans le nez, dans les oreilles, je veux bien, mais dans le nez, non. Non, 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 non. À côté de ça, le dessin est super. Là, il y a une petite colo en mode... alors, je vais peut-être dire des conneries, mais ça fait un peu peinture à l'huile, qui est vraiment super bien, mais j'ai eu du mal avec la narration, où en fait, on passe de personnage à personnage.
J'ai pas totalement adhéré au truc. Alors, il y avait tout au début, ça commence avec une grosse histoire, un gros plot mythologique. Je trouvais ça super bien. Et dès que ça commence à dire, maintenant on passe à Conan, maintenant on passe à la servante, maintenant on passe à machin, j'ai fait, ah non, ça c'est chiant. Alors, peut-être que c'est comme ça dans le bouquin, et donc ils ont été obligés de le faire, mais j'avoue que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas adhéré à cette manière de switcher de personnage à personnage. J'aime pas trop. Là, j'ai pas trop aimé dans cette BD. Et après, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé, mais voilà, depuis quelques temps, je trouve la collection, il y a des titres où j'adhère un peu moins, là où les premiers, j'étais vraiment à fond, les 5 premiers étaient vraiment cool. Là, j'avoue que la deuxième moitié, enfin, sur les 11 tomes, je suis un peu plus critique, un peu plus acerbe sur les tomes où je suis pas toujours super fan. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.